Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Franco-Nevada? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et il nous reste encore 57 places pour à peu près la promotion concernant ici les formations actuelles et à venir. Présentement ici, on aura à peu près 2 formations disponibles au mois de juin ici. Au mois de juillet, on en aura une en supplément. Donc chaque mois, il y en aura une nouvelle avec des masterclass qui viennent avec. Vous constatez également que le prix a changé par rapport à la semaine précédente ici et va avoir tendance à continuer à changer, d'accord, au fur et à mesure qu'on se rapproche à peu près au fur et à mesure que les formations sont créées, le prix aura tendance à changer. Ok, donc le prix actuel, faites attention, aura également tendance à changer. Et tant que le nombre de places ici est toujours d'actualité, tant mieux. Sinon, si ça se termine, tant pis. On va voir ici la prochaine fois. Alors, je reviens ici sur Franco-Nevada. Ok, donc, sur Franco-Nevada, ici, c'est une compagnie ici aurifère, mais très particulière parce que en réalité, elle s'occupe juste des royalties. Donc, elle prend de l'argent à peu près sur le volume d'exploitation ici sur ces terrains. Donc, elle possède les terrains, vous l'exploitez. À chaque fois une tonne d'or sort, ou bien 1 kilo, ou bien 1 gramme, elle a sa commission. Donc, ce qui veut dire qu'elle a des coûts d'exploitation très peu élevés par rapport aux autres entreprises comme par exemple Goldcorp, ce genre de choses. Je pense bien que c'est Goldcorp, si je ne me trompe pas. Barrick Gold, c'est bien ça, c'est bien Barrick Gold. Ouais, c'est ça, Barrick Gold. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Goldcorp. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? La croissance des revenus, très bien. Donc, vous comprenez déjà une chose. Quand on parle d'or ici, le prix de l'or va avec la variation du revenu. Faites très attention. On a une compagnie qui est cyclique. Maintenant, si vous savez quel sera le prix de l'or dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tant mieux pour vous. D'accord? Ce qui est clairement impossible à prévoir. OK? On peut avoir uniquement, disons, on peut juste faire des suppositions, prendre des hypothèses ici. Dans tous les cas de figure, nous, le but ici, quand on achète une compagnie cyclique, d'accord, dont le prix dépend, dont le revenu dépend du prix de la commodité ici, d'accord, donc c'est essentiellement un price taker. Non seulement on va favoriser les compagnies qui ont des coûts de production les plus bas, et généralement c'est une information que vous aurez uniquement quand le marché se casse la gueule, mais également on va favoriser les entités ici qui sont les moins endettées, d'accord. So, quand je dis moins endetté, il ne faut pas également oublier qu'on va devoir normaliser les résultats. Donc, l'hypothèse qu'on prend ici sous-entend ceci. Si cette compagnie-ci, donc la compagnie Franco-Nevada, d'accord, on a à peu près une période ici on a, je pense, à peu près une vingtaine, non, même pas une vingtaine d'années, on a à peu près une dizaine d'années ici. Sur une dizaine d'années, cette compagnie s'est rapporté combien? Attention, on sous-entend que c'était la même entité il y a 10 ans, d'accord? Ce n'est clairement pas la même entité aujourd'hui. Entre-temps, les... Comment on appelle ça? Entre-temps, les concessions aurifères ont augmenté, les réserves ont augmenté. Donc, il faut vérifier ça ici. Peut-être que les volumes également ont augmenté. Peut-être qu'également, elle a fait des acquisitions. Donc, il faut faire très attention quand on essaye d'utiliser ici la normalisation. Mais dans tous les cas de figure, moi, de préférence, je préfère acheter une entreprise ici à un prix qui sera pour des actifs tangibles nets par action. Sinon, on va regarder à peu près au niveau ici de la normalisation des bénéfices nets. Ça veut dire quoi? Déjà, vous comparez ici que les free cash flow et les net income ont tendance à ne pas aller dans le même sens. Ça veut dire qu'elle investit massivement ici dans son outil de production. En tout cas, sur les 3 dernières années ici, elle investit de moins en moins. OK? Mais quand on fait à peu près ceci, je vais mettre ça en yearly. OK? Et je vais mettre ça cumulé. OK? Et je prends également les net income ici, je les mets en yearly. Je les mets ici cumulé. On va le prendre rapidement ici. Voilà. On va changer. OK. Et on met ça en histogramme. OK. Ça veut dire quoi? Sur les 10 dernières années, cette compagnie-ci a rapporté au total en termes de net income 2 milliards 700 et en free cash flow moins 216,6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 10 ans, cette compagnie-ci est déficitaire en termes de free cash flow. En fait, elle a perdu de l'argent sur 10 ans. Oui. Sur 5 ans, d'accord, elle a rapporté en termes de bénéfices nets au total 2 milliards 240. En réalité, il y a 1 milliard 200 qui sont rentrés dans les caisses.
Le reste a été utilisé en dépenses en capital. Dépenses en capital ici, ça pourrait payer dans le futur. Je n'en sais rien du tout. Mais on voit ici que les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. Idéalement, ça devrait être au même niveau. Ce qui veut dire que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les compagnies qui sont à capital intensif ont tendance à se payer à des PER très très bas. Ok, parce que voilà, elles investissent massivement dans l'outil de production, blablabla. On ne sait jamais quand ça s'arrête. Et encore, il faudra avoir confiance au management ici. Et comme je l'ai toujours dit, hein, le management est très important. Ok, on n'achète pas juste une entreprise en se basant sur les états financiers ici, blablabla. Les états financiers, c'est bien, poser les bonnes questions, mais également demandez-vous si vous avez un bon allocateur de capital à la tête de cette entreprise aussi. Je n'en sais rien juste en regardant ces chiffres aussi. Bon, enfin, on a tendance à voir que ça, dans tous les cas de figure, il se gère assez bien. D'accord? Maintenant, sur les 3 dernières années, les net income 1,7 milliard, les free cash flow 1,540 milliard. Donc, ça veut dire que ça se rapproche, les deux sont de plus en plus similaires. Donc, tout ceci pour dire que les free cash flows ont tendance à être moins élevés que les net income. Sur les 3 à 5 dernières années, oui, on se rapproche de plus en plus des net income. Ici, peut-être que la période d'investissement est passée. Votre raisonnement, votre devoir également, enfin, pas votre devoir ici. Donc, votre rôle également est d'aller regarder dans les rapports financiers pourquoi est-ce que ces free cash flows étaient différents des net income. Ils vont vous le mentionner certainement. Ce qui veut dire que quand moi je prends les net income ici, je sous-entends que les free cash flow égale net income. Faites attention. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je dézoome un tout petit peu. Je constate ici que, en termes de médiane, moi j'aime bien la médiane. C'est un business qui rapporte au moins 130 millions sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 167 millions. Sur les 10 dernières années. 167 millions en moyenne. OK? Et encore une fois, je répète ceci. C'est la moyenne. Je ne sais pas maintenant si en 2020, si en 2019, 2020 et 2022, on a acheté de nouvelles... Les réserves ont augmenté, les volumes de production ont augmenté, ou bien c'est juste un effet prix. Il y a de grandes chances que ce soit un effet prix, parce que le prix a presque... Bon, je pense que c'est peut-être un mix des deux. Dans tous les cas de figure, vous voyez déjà qu'il faut questionner cette partie-là. C'est pour ça qu'il est souvent un peu complexe d'acheter des compagnies cycliques. Généralement, les compagnies cycliques, il vaut mieux les acheter à un prix qui n'implique pas. Voilà, un prix quand le prix de la commodité est assez déprécié. Donc, c'est-à-dire que quand le prix baisse, d'accord, quand on vous dit que, ouais, on est sur un marché baissier ici, le prix de la commodité est en pleine dépression, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut faire les bonnes affaires. D'accord? En date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que le prix de l'or continue à augmenter. Ok, je n'en sais rien, mais c'est la perception que j'ai ici aujourd'hui, basée sur, comment on appelle ça encore? Basée sur mon intuition, je vais le dire comme ça, en réalité, parce qu'à la fin de la journée, je n'ai ni vérifié l'offre, ni vérifié la demande ici. Je me base à peu près sur l'inflation, la période d'inflation ici. On cherche ici l'or, il reste ici une valeur refuge, ok? Non déplaise aux personnes qui adorent le Bitcoin. Également, les banques centrales en achètent énormément. Et l'utilité de l'or, en réalité, il n'y en a pas trop non plus. Si ce n'est la réserve de valeur, également, c'est pour les bijoux, etc. Mais voilà, c'est pas comme le cuivre, ou bien l'étain, ou bien le coltan, ou le fer, ce genre de choses-là. OK? So, ici, en termes de revenus, je sais déjà que ma première hypothèse va se baser sur des bénéfices nets moyens de 167 millions. 167 millions de bénéfices nets moyens. Non, 167, c'est juste 167. D'accord? 10 ans average. OK? Même pas, 10 ans average ici, donc je me comprends. Donc 167 millions ici, 10 AVG. Donc je mets ça comme ça, vous comprenez. Donc, moins de 10 ans. Deuxième élément, sur les 5 dernières années, ça veut dire qu'on sous-entend que, en moyenne, pour les années à venir, et quand je dis les années à venir, c'est au moins 15-20 ans, on aura en moyenne 344 millions. C'est l'hypothèse qu'on prend. 344 millions. Donc, pour avoir à peu près une idée générale, basez-vous à peu près sur ce que le management attend. Basez-vous également à peu près sur la période actuelle. Basez-vous également à peu près sur la demande, etc. Donc, bonne chance à vous si vous voulez faire ce genre d'exercice-là. Donc, tout ce que je sais, c'est que ces compagnies-ci, en date d'aujourd'hui, ne vont pas me sembler intéressantes. En tout cas, je vais les éviter. Je vais plutôt préférer les entreprises qui sont un tout petit peu, voilà, qui bénéficient
qu'importe la période ici d'une dépense en capital de ces différentes entités-ci. Donc, ça peut être les vendeurs d'explosifs, ça peut être ici les entreprises comme Caterpillar, comme Michelin, oui, parce que les engins en question, il faut changer les roues, etc. Donc, c'est peut-être ces entreprises-là que moi, je vais regarder tout autour, bien les vendeurs ici de produits chimiques, parce que ça consomme énormément de produits chimiques. Et quand on parle de vendeurs de produits chimiques ici, je parle de compagnies comme Brenntag. Donc, je ne suis pas obligé d'aller sur Franco-Nevada parce que ça devient trop complexe. Je ne sais pas où est-ce que le prix va s'en aller demain. D'accord? Et là, je vais aller dans le domaine de la guesstimation. Donc, la deuxième hypothèse, c'est 344 millions. Et la troisième hypothèse, c'est qu'on reste aux alentours de 700 millions. Et encore, on peut aller regarder les analystes en question. Hein, et je vous dis déjà que regarder les estimations des analystes sur les compagnies cycliques, c'est impertinent. D'accord? C'est vraiment impertinent. Vous voyez ici que les analystes s'attendent à peu près à combien en termes de net income ici, ajusté en médiane. Regardez, on a 690 millions. En 2023, 702. 2024, 760. 729 en 2025. Ça commence à baisser. 726 en 2026. Et 629, excusez-moi, 676 en 2026. 629 en 2027. C'est très prétentieux pour l'analyste en question d'avoir, enfin, pour le seul analyste sur le dossier ici, en 2027. C'est très prétentieux. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La courbe fait ça. On s'attend à une diminution. Et quand moi je vois ça, ça veut dire qu'ils sont de moins en moins optimistes dans le futur. Et même ils n'en savent rien du tout. Donc, faites attention. Donc, on va quand même prendre l'hypothèse à 700 millions ici comme hypothèse optimiste. OK? Et c'est vrai que c'est une compagnie qui va avoir tendance à avoir des PER différents des autres compagnies aurifères. Elle aura tendance à ne pas se négocier à 20 fois les bénéfices, à 15 fois les bénéfices, comme j'aurais pris normalement, mais plutôt aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. OK? Quand on parle de price earning ici en moyenne, le marché va avoir tendance à payer ce genre de multiples-là. Quand je prends à peu près la médiane, on paye même 50 fois les bénéfices. Donc il y a des fous ici, il y a des fous. 50 fois les bénéfices sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, 43 fois les bénéfices, sur les 40 fois les bénéfices. Non, je mets 20 fois les bénéfices. Si vous voulez payer 40 fois les bénéfices, ça veut dire que vous demandez 2,5% de rendement. Sur une compagnie cyclique, même si c'est une compagnie qui encaisse des royalties, mais ça dépend également des volumes. Donc, elle est également affectée par le prix de la commodité. Ça donne quoi? Ici, on a à peu près combien? Donc, j'enlève ce 10 avril. Vous savez que je prends 20 fois les bénéfices. Elle n'a pas de dette nette, elle a du cash net ici, de l'ordre à peu près d'1 milliard par là. Pas la peine d'aller vérifier. 167 millions multiplié par 20 fois les bénéfices. Ça représente combien? 3 milliards 400. 3 milliards 340. Vous allez me dire, mais c'est trop peu. Je ne prends même pas en considération la dette, le cash net. Laissons ça comme ça. Divisé par le nombre d'actions. D'accord? Premier niveau, 17 euros. Je serais bien heureux à l'avoir à 17 $. Je serais bien heureux de l'avoir à 17 $. Oui, on va me dire ici que l'entreprise cote à 137, mais vous-même, vous voyez que les 135 fois les bénéfices, c'est une compagnie cyclique, même si elle a un business model totalement différent des autres. Non. Non, non, non. Et non. 344 multiplié par 20 fois les bénéfices. 6 milliards 880 divisé par le nombre d'actions. On a à peu près combien ici? 192 millions d'actions, c'est ça? Ça donne combien? 35. Donc je vais mettre ici, disons 36 $ à l'action. Et quand je prends ici le 700, et attention, en prenant en considération 700, ça veut dire que 700 au moins pour les 20 prochaines années. Pas pour les 10, pas pour les 3. 20 prochaines années. Très important. Fois 20 fois les bénéfices. Si c'est plus que ça, plus élevé que ça, tant mieux. Divisé par le nombre d'actions, 192 millions d'actions. Ça revient à peu près ici à 73 $ l'action. Donc, quelle est ma préférence? Idéalement, je vous dirais, moi, j'attendrais pour la choper aux alentours des 17 euros. Même si, voilà, le 17 euros, c'est presque, entre parenthèses, une utopie, vu l'attrait de cette compagnie-ci auprès des investisseurs. Mais je sais déjà que ça ne va pas m'intéresser du tout au prix actuel. Au pire des cas, si vraiment on me fouette pour acheter cette compagnie-ci, c'est 73 euros l'action. Et je vous ai expliqué, 73 $ l'action. Et je vous ai expliqué pourquoi. OK? C'est très cyclique. Il faut faire très attention. Idéalement, j'aime les acheter à un prix aux alentours des actifs tangibles net par action. Actuellement, les actifs tangibles net par action sont aux alentours de 33 $ l'action. Ces actifs tangibles net par action sont influencés par quoi?
l'augmentation de la taille des réserves. Et dites-vous également que le prix de la commodité joue également sur la taille sur la valeur des réserves. D'accord? C'est pas parce qu'on a 1 million de tonnes 1 million de tonnes d'or enfouies dans le sol qu'on va forcément l'évaluer jusqu'à la fin des temps à 2000 euros ou à 2000 dollars la tonne. Je prends un exemple, hein, c'est vraiment un exemple. 2000 dollars la tonne. OK? Ou bien 2000 dollars le kilo, ou bien l'once, je ne sais pas comment on le calcule. Je pense que c'est l'once si je ne me trompe pas. 2000, ou bien, bref, le kilo, ça doit être à 40 000 dollars, je pense. Un truc comme ça. Dans tous les cas de figure, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en termes de volume, en termes de tonnage, ça peut rester stable pendant très longtemps, mais le prix, la valeur de ces réserves-là va avoir tendance à fluctuer également par rapport au prix de la commodité. Donc, vous constatez que si le prix de la commodité a augmenté à partir de 2020, et puis d'ailleurs, en termes de prix de la commodité, XAUUSD, on prend ça. Le prix de l'or ici, regardez bien ceci, quand on le met sur le même graphique, augmentation entre ici et là, qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation, n'est-ce pas? Là, on a une stagnation, donc il gagne beaucoup d'argent également ici, c'est-à-dire qu'on a du cash qui rentre rapidement ici. OK? Donc, il faut aller regarder le tangible book value, il est constitué de quoi? Qu'est-ce qui influence? Est-ce que ce sont les réserves? Ou bien est-ce que c'est le cash? Est-ce que ce sont les receivables? D'accord? Ou bien le compte recevable. Techniquement, moi, j'aimerais l'acheter aux alentours de 33 dollars par là. Techniquement, si on arrive à me garantir à peu près, enfin, il n'y a pas de garantie. D'accord? Donc, on va plutôt se rapprocher ici des 33 dollars l'action. Je sais que ça peut fluctuer, mais également, je constate que c'est une entreprise qui a tendance à augmenter ces tangible book value là par action. OK? Donc, idéalement, j'aimerais l'acheter à ce prix-là. Et vous pouvez également constater que c'est un prix qui est difficile à atteindre. Je pense que cette entreprise s'est très rarement négociée à ses actifs tangibles, à un prix équivalent ici à ses actifs tangibles par action, presque jamais. Et ce n'est pas plus grave que ça. Et comme je l'ai dit, il y a toujours une alternative. Regardez les autres entités sur lesquelles vous pouvez investir, toujours en lien dans ce secteur d'activité, d'accord, sans avoir des maux de tête. C'est important, parce que nous, on veut éviter les maux de tête à la fin de la journée. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve également le droit de me tromper. Et comme je l'ai toujours dit, dépendamment du secteur d'activité, on va l'analyser d'une certaine façon. Vous voyez ici que je ne vais pas prendre les bénéfices nets actuels. Je vais avoir tendance à être prudent. Je vais avoir tendance à accorder beaucoup d'importance aux actifs tangibles, net par action. Je vais avoir tendance à accorder beaucoup d'importance à la dette ici. Par rapport aux dividendes ici, moi je vous dirais, voilà, si je prends en considération la moyenne de ce que cette compagnie-ci rapporte, en réalité 344, et privilégier les compagnies qui versent un dividende dans ce genre de secteur d'activité. Parce que la période de vache maigre ici peut durer très longtemps. Voilà, c'est un business ici qui peut reverser au total 1,30% ici. Si on prend la moyenne des bénéfices nets sur les 5 dernières années. OK, 1,30%. Donc, si c'est 1,30%, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, ce dividende-ci, il est safe. OK? C'est assez correct. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Franco Nevada, non pour le moment. D'accord? Merci.